Voilà, justement, le problème des personnages, c'est peut-être le plus important, dans la mesure où me hantait, tout à fait au début, toute une foule de personnages, étant donné que je me proposais de mettre en vie toute une tribu. C'est ce qui est c'est le fond que vous appelez mythique du roman. Dans la mesure précisément où ces personnages grouillaient en moi et où ils demandaient à se libérer, le premier acte a été un acte d'exorcisme qui mettait les personnages en place de façon assez anarchique pour s'en délivrer. Ce premier acte accompli, il s'est trouvé que l'un de ces personnages a pris une importance fondamentale et a regroupé tout le monde autour de lui. Ce personnage est devenu symbolique, c'est Nejma. Pour les autres, se sont posés ensuite toute une série de problèmes dans la mesure où chaque fois que j'étais conduit à saisir un personnage, à le suivre ou à le pénétrer, je me trouvais comme par une espèce d'attraction planétaire, conduit à drainer autour de lui tous les autres personnages. Et c'est ainsi que tous ces cercles, finalement, sont devenus des habitats de personnages et ont successivement tracé les contours, les ombres des personnages en question, mais sans jamais aboutir à une prise de conscience au sens où on l'entend, ou bien au dessin d'un personnage particulier. Bien au contraire, il s'agissait de leur conserver leur mystère et même dans certains cas d'épaissir ce mystère pour mieux dégager le personnage ou pour mieux le fuir lorsqu'il devenait envahissant. Vous permettez, vous avez parlé d'exorcisme. L'exorcisme, cela signifie que vous étiez hanté par ces personnages, comme on peut être hanté par des démons. Vous en étiez fortement habité et il fallait à tout prix les expulser. Vous ne pouviez les expulser, vous en délivrer, que en les projetant dans l'existence même de cette fiction qui est, par rapport à la réalité, véritablement surréelle. Et puis petit à petit, un personnage a dominé tous les autres, et ce personnage, c'est celui de Nejma, de cette femme qui est très mystérieuse, puisque, en définitive, elle est le symbole même de cette Algérie dont votre livre est le poème, ou dont vous vouliez que votre livre fût le poème. Ces personnages, dites-vous, vous avez voulu leur préserver leur caractère irremplaçable, leur caractère indéchiffrable, et en même temps leur donner un caractère typique. Mais typique de quoi? De cette réalité mythique, c'est-à-dire de l'ancienne tribu, de cette tribu issue du même ancêtre éponyme, Keblout, dont il semble bien que vous-même, l'écrivain, vous soyez issu, car il y a tout de même une part strictement personnelle et profonde dans votre livre, ou bien est-ce que ces personnages sont aussi représentatifs d'une réalité présente et future? Vous les saisissez dans leur ambiguïté fondamentale. Absolument. Car ils appartiennent à la légende dans la mesure où il y a en eux ce passé qu'ils doivent accomplir en le récusant, et ils appartiennent en réalité aussi à cette Algérie actuelle, présente, et à une Algérie future. Vous le dites très bien, ils appartiennent à la fois à la légende et à l'actualité. Par conséquent, vous avez cherché à donner constamment le sentiment de l'existence, de cette présence du passé, en même temps que de cette hantise de l'avenir à fonder. Justement, dans la mesure où Nejma, tout autant que les autres personnages, sont les survivants d'une tribu, représentent l'effondrement tribal en Algérie, mais sont aussi des jeunes Algériens vivant à une époque très proche, à une époque qui est l'époque actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'ils vivent en plein drame et en pleine tragédie,
dans la mesure où ils sont chargés d'accomplir quelque chose qui les dépasse, qui, à travers eux, doit exister, doit advenir, et en même temps qu'ils ont le sentiment que cet accomplissement n'est pas d'eux-mêmes, mais de quelque chose qui est antérieur à eux-mêmes. D'ailleurs, vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'était pas du tout question pour vous de donner à vos personnages cette conscience tout à fait cohérente et presque géométrique de ce qu'ils sont, mais de les douer plutôt, disons, d'une sorte d'inconscience. En fait, ils se révèlent par des actes qui sont à eux-mêmes incompréhensibles. Et de temps à autre, ils sont eux-mêmes saisis par une sorte de lueur de conscience qui révèle un fond d'âme extrêmement inaccessible par l'analyse, mais qui, par une espèce de surgissement, tout à coup leur donne le vertige de la profondeur du passé. Ainsi, par exemple, dans la scène qui se trouve à la page 97, où l'un de vos jeunes héros, Rachid, pris par la fièvre, reprend l'éternel récit qui se développe dans votre histoire en ces cercles concentriques indéfiniment repris les uns les autres à partir du même centre, à partir du même point de départ. Et voici ce qu'il dit. Des hommes comme ton père et le mien, des hommes dont le sang déborde et menace de nous emporter dans leur existence révolue, ainsi que des esquifs désemparés, tout juste capables de flotter sur les lieux de la noyade sans pouvoir couler avec leurs occupants. Ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d'orphelins ligotés à leur ombre, de plus en plus pâle, cette ombre impossible à boire ou à déraciner. L'ombre des pères, des juges, des guides que nous suivons à la trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où ils sont, et s'ils ne vont pas brusquement déplacer la lumière, nous prendre par les flancs, ressusciter sans sortir de la terre ni revêtir leurs silhouettes oubliées, ressusciter rien qu'en soufflant sur les cendres chaudes, les vents de sable qui nous imposeront la marche et la soif, jusqu'à l'hécatombe où gît le vieil échec chargé de gloire, celui qu'il faudra prendre à notre compte, alors que nous étions faits pour l'inconscience, la légèreté, la vie tout court. Ce sont nos pères, certes, des oueds mis à sec au profit de moindres ruisseaux jusqu'à la confluence, la mer où nulle source ne reconnaît son murmure, l'horreur, la mêlée, le vide, l'océan, et qui d'entre nous n'a vu se brouiller son origine comme un cours d'eau ensablé, n'a fermé l'oreille au galop souterrain des ancêtres, n'a cru et folâtré sur le tombeau de son père. Ainsi, à ce moment-là, Rachid, dans sa fièvre, effectue une sorte de plongée abyssale en lui-même et à travers ce qui se révèle à lui dans ce fond d'âme qui tout à coup a été en quelque sorte illuminé dans sa fièvre. Ce qu'il découvre, c'est toute l'épaisseur mythique d'un passé qui n'est pas aboli, dont il voudrait bien qu'il fût aboli, mais qu'il retrouve tout présent en lui avec son exigence, car il s'impose à lui comme un devoir d'accomplissement, de fidélité et d'honneur. Est-ce que c'est bien votre avis? C'est tout à fait cela. Eh bien, mon cher Kateb Yassine, j'ai été heureux de pouvoir lire ce passage de votre livre, de manière que nos auditeurs aient quelque idée de la manière dont parfois vous écrivez, de cette espèce de lyrisme emporté, de cette espèce de réalisme épique qui, je crois, est propre à votre œuvre et qui, à mon avis, fait de vous le seul écrivain sur qui, personnellement, parmi les écrivains nord-africains, je fonde de grandes espérances.